Bien, alors je fais une présentation pour dire que la section sciences, histoire des sciences et des techniques et archéologie industrielle, donc du CTHS, c'est-à-dire du Comité des travaux historiques et scientifiques, euh, a le plaisir de vous convier à cette session de cette visio-conférence, donc 3 dans la matinée, 4 dans l'après-midi, organisée donc dans le cadre de la Fête de la Science 2021. Alors, pour ceux qui ne le savent pas, le CTHS a été fondé il y a bien longtemps, en 1834, nous n'étions pas nés, évidemment. Il est aujourd'hui un institut rattaché à l'École des Chartes et donc à l'Université Paris Sciences et Lettres, PSL. Euh, donc, pour la première fois, nous allons faire une proposition dans le cadre de cette fête de la science 2021, hein, la 40e, puisque c'est le 40e anniversaire, avec au cours de la journée plusieurs conférences. De 10h à environ 12h15, vous entendrez Pierre Mounier-Kuhn qui débutera, ensuite Robert Bello et moi-même. Ensuite, nous reprendrons à 14h et nous écouterons Evelyne Barbin, Marc Durand, moi-même et encore Pierre Mounier-Kuhn. Voilà, alors il sera question de beaucoup de choses, hein, d'informatique, de nucléaire, de radio, d'Émilie du Châtelet, des Frères Lumière, de Marcel Duchamp et d'Alan Turing. C'est assez varié et ça démontre surtout que les sciences et les techniques sont partout et à la croisée de tous les chemins. Alors si vous en êtes d'accord, on va commencer avec une première intervention donc de Pierre Mounier-Kuhn. Pierre Mounier-Kuhn, vous êtes historien, chercheur au CNRS, à Sorbonne Université et au centre Alexandre Coiré. Vous enseignez l'histoire des sciences et des techniques à l'école centrale Supélec. Vous avez consacré l'essentiel de vos travaux à l'histoire de l'informatique et, cela tombe bien, vous allez évoquer cette histoire dans votre première intervention. Je vous laisse la présenter. Merci. Vous voyez bien mon écran? Oui, parfait. Très bien. Donc, je vais vous parler de l'innovation Juste, dans... Oui. juste, Pierre, si vous pouvez le mettre plein écran, si vous voulez, hein, ce n'est pas une obligation, on voit très bien ici. Encore faut-il que je sache comment faire, mettre le partage en pause contre la distance, plus nouveau partage. Oui, bon, écoutez, laissons comme Non, ça. ce serait mieux. Écoutez, on va faire oui, avec. oui, oui, on fait avec. On voit à peu près ou... Oui, oui, on voit. D'accord. Très bien. Donc, je vais vous parler d'innovation dans la science. Ce terme peut paraître un peu paradoxal puisque la science moderne cherche essentiellement à découvrir du nouveau et à innover. Mais, comme on l'a montré depuis un demi-siècle au moins dans la sociologie et l'histoire des sciences. Dans la science, on a aussi des phénomènes sociaux, des logiques institutionnelles, des stratégies de carrière, de discipline et des résistances à l'innovation. Résistances à l'innovation qui, dans la science comme ailleurs, sont tout aussi rationnelles que l'innovation elle-même et tout aussi nécessaires. J'ai choisi j'ai choisi de faire une étude de cas qui est l'histoire de l'informatique dans la recherche et l'enseignement supérieur. Alors, il faut bien se rendre compte qu'il n'y a pas une histoire de l'informatique, mais des histoires de l'informatique dans tous les domaines
qui concerne l'informatique, à savoir l'histoire technique des machines, l'histoire de l'industrie ou des industries qui les construisent et qui les utilisent, mais il y a aussi l'histoire des usages de l'informatique et l'histoire de l'informatique en tant que science qui a émergé, pour employer une métaphore, dont on peut étudier la construction sociale, comme disent les sociologues et les ethnologues des sciences. J'ai publié quelques livres sur ce sujet, une histoire illustrée de l'informatique qui balaye un petit peu l'ensemble de ces approches à destination d'un public assez large, avec une préface de l'éminent professeur au Collège de France, Gérard Berry. Et sur le sujet dont je vais traiter aujourd'hui, j'ai publié une modeste synthèse d'environ 800 pages, un pavé universitaire justement sur l'émergence d'une science, l'informatique en France. Donc aujourd'hui, je vais parler de processus, du processus d'émergence de l'informatique comme discipline scientifique et de son affirmation comme science, avec en puisant largement dans le cas français, mais en gardant toujours à l'arrière-plan le fait que l'informatique est un phénomène mondial où les échanges internationaux étaient la règle et l'isolement national l'exception. Et donc, l'informatique est née pour l'essentiel aux États-Unis et en Grande-Bretagne, il ne faut pas l'oublier, et ces deux pays servaient tout à fait normalement de modèle aux pays qui ont suivi. En gros, les premiers ordinateurs ont été mis en service autour de 1950 en Angleterre, aux États-Unis et aussi en URSS. Et les autres pays, comme la France, ont suivi avec 5 à 6 années de décalage. Donc, brièvement, l'ordinateur résulte d'un processus cumulatif d'innovation qui résulte d'une synergie entre la demande de calcul et de traitement de l'information croissante dans l'économie et dans la sphère militaire, notamment à l'occasion de la Deuxième Guerre mondiale, qui a demande de calcul croissante qui a amené à passer de petites machines de bureau ou de machines bricolées dans des laboratoires à des gros ensembles électroniques. Il n'y avait pas que des ordinateurs, d'ailleurs, il y avait beaucoup de sortes de machines, mais qui toutes ont été progressivement subsumées dans le calculateur électronique binaire à programme enregistré que les Français ont appelé l'ordinateur. L'ordinateur est donc non pas une révolution scientifique au départ, mais une révolution technique. L'ordinateur et l'informatique résultent un peu de nouveautés conceptuelles, notamment en logique mathématique, mais il s'agitait essentiellement d'une réponse technique à des problèmes pratiques de barrages, de systèmes d'armes, d'avions, etc., qui nécessitaient des calculs de plus en plus complexes, de plus en plus massifs. Et l'invention de l'ordinateur pose avant tout des problèmes techniques. Le grand problème vers 1950, c'est comment réaliser des mémoires, quelle architecture adopter, comment assurer une fiabilité minimale à ces grosses machines faites de tubes électroniques qui claquaient facilement, et comment les programmer, quel système de codage adopter, comment réaliser des autocodes pour déléguer à la machine le maximum de tâches. C'était très peu une activité scientifique. Les activités scientifiques qui étaient liées à l'ordinateur au début, c'était d'une part une branche mineure de la logique qui était l'algèbre de Boole, l'algèbre binaire qui servait à concevoir les circuits matériels électroniques d'ordinateurs, et c'était l'analyse numérique, c'est-à-dire comment élaborer des équations, comment élaborer des méthodes de calcul adaptées à l'ordinateur, qui n'étaient pas forcément les mêmes que les méthodes de calcul traditionnelles. Donc, c'est une branche, disons, subalterne des mathématiques. Que s'est-il passé dans les facultés des sciences? Dans certaines facultés des sciences,
on voit autour de 1950, je prends notamment l'exemple français, deux jeunes professeurs, qu'on appelait à l'époque des maîtres de conférences, deux jeunes professeurs généralement de mathématiques ou de physique, qui initient des enseignements de méthode du calcul, des enseignements d'analyse numérique. Et ceux qui ont le mieux réussi dans l'évolution vers l'informatique, je fais un petit peu de théologie, c'est ceux qui ont développé trois activités simultanées et en synergie. Ils ont créé des centres de calcul, d'abord équipés simplement de machines de bureau, puis de calculateurs électroniques de plus en plus puissants. Deuxième activité, ils ont développé des enseignements d'analyse numérique, puis de méthodes de programmation à partir du moment où ils ont acquis des ordinateurs, et avec à la clé de la création de diplômes. Donc, vers 1957, on voit apparaître des diplômes d'ingénieurs mathématiciens. Vous imaginez, rien qu'avec ce mot, la difficulté que pouvait avoir cette discipline émergente à s'imposer. La commission d'éthique d'ingénieurs a vu d'un drôle d'œil ce mot ingénieur mathématicien qui avait l'air d'un parfait oxymore. Quant aux mathématiciens purs qui dominaient à l'époque le paysage mathématique français, ils ne voyaient pas très bien ce que pouvait être un ingénieur mathématicien. Et le troisième volet de l'activité de ces jeunes professeurs, c'était de développer des recherches, d'abord de faire des thèses en analyse numérique, puis en programmation. Et c'est en combinant ces trois activités que certaines universités, Grenoble, Toulouse, Nancy, un tout petit peu plus tard Lille, Paris et d'autres, ont constitué des centres importants. En gros, on démarre en 1950 dans certaines de ces facultés des sciences avec un professeur, un maître de conférence et un assistant, et à force d'attirer des crédits, d'attirer des demandes de calcul, d'attirer l'intérêt des militaires ou des gens de l'EDF ou de Matra ou d'IBM, on arrive à des gros pôles scientifiques d'analyse numérique, de mathématiques appliquées et d'informatique qui parfois atteignent les 200 personnes au milieu des années 1960 et qui deviennent, comme c'est le cas de Grenoble par exemple, des pôles européens de recherche et d'enseignement en informatique, avec une forte attractivité. Mais tout commence par la création d'instituts de calcul, de centres de calcul, comme celui de Toulouse auquel je fais allusion, qui ont des débuts assez modestes. C'est une photo qui me paraît très représentative. C'est dans les caves de l'Institut Henri Poincaré à Paris, donc l'Institut Henri Poincaré, la Sorbonne des mathématiciens, où on a un petit ordinateur bulle, je veux dire un petit ordinateur pas très puissant, puissant pour l'époque, des opérateurs qui s'acharnent à le faire fonctionner, à recharger des cartes perforées, à poinçonner des cartes, et puis à droite, quelqu'un qui représente l'activité scientifique qui est liée à cette machine, c'est-à-dire l'analyse numérique, élaborer des équations et enseigner des méthodes de calcul. Et ça aboutit au milieu des années 60 à de très gros centres dotés de très puissants ordinateurs. C'était l'époque où certaines universités françaises avaient parmi les plus puissants ordinateurs du monde. Mais donc au départ, comme je le disais, les activités scientifiques qui sont liées sont très, très minimes. Donc l'algèbre de Boole au niveau des circuits d'architecture d'ordinateur et l'analyse numérique pour élaborer des équations, pour élaborer des algorithmes. Et entre les deux se développe une activité nouvelle, qui est une activité technique d'abord, qui est la programmation. Ce qui domine à l'époque dans ce petit milieu, c'est l'analyse numérique dont ces jeunes professeurs sont les promoteurs. Et ça n'est pas facile.
il bataille, il milite pour affirmer l'éminente dignité des mathématiques utiles, ce qu'ils appellent les mathématiques utiles, dans une forte tension par rapport aux mathématiques pures, notamment au groupe Bourbaki, qui à l'époque domine le paysage universitaire français. En d'autres termes, si les gens d'analyse numérique avaient été dans une tour d'ivoire universitaire, jamais ils n'auraient pu percer, jamais ils n'auraient pu s'imposer dans un milieu où c'était vraiment les mathématiques pures, les bourbakistes qui dominaient. Ce qui leur a permis de s'imposer parallèlement, c'est leur forte interaction avec les sciences, avec l'ingénierie. Ce sont les services qu'ils rendaient aux administrations techniques, civiles ou militaires, ou aux industriels. Ce sont les contrats qui leur permettaient de financer des bourses de thèse et d'acheter des machines nouvelles. C'étaient les débouchés professionnels des étudiants qu'ils formaient et qui trouvaient rapidement du travail bien rémunéré dans des services informatiques du secteur public ou privé, et un soutien politique. J'y reviendrai. Et tout ça débouche donc fin 1950 sur des enseignements et des recherches d'analyse numérique et de plus en plus de programmation. Quelques mots sur le rôle de la programmation dans l'émergence d'une science nouvelle. Vers 1950, comme je l'ai dit, la programmation, c'est une technique vraiment très bas de gamme. On programme l'ordinateur avec du code binaire et on cherche le moyen de confier à la machine le maximum de tâches de gestion de ses propres programmes pour en décharger les programmeurs. Au milieu des années 50, pour ce faire, certains informaticiens, certains ingénieurs aux États-Unis développent les premiers langages évolués de programmation, Fortran, puis COBOL, qui permettent à la fois d'automatiser un certain nombre de tâches et surtout d'enseigner la programmation. Évidemment, c'est beaucoup plus facile d'apprendre Fortran que d'apprendre à programmer en code binaire. Donc, ça permet d'élargir le milieu des programmeurs et d'accompagner, du point de vue de la formation des personnels, la forte diffusion des ordinateurs. Forte diffusion des ordinateurs qui se complique du fait qu'on voit arriver de nouveaux modèles d'ordinateurs. Or, au début, chaque système de programmation ne fonctionnait que sur un type, que sur un modèle particulier d'ordinateur. Et on disait que ça coûterait rapidement très cher de devoir redévelopper tous les programmes pour chaque nouveau modèle d'ordinateur qui arrivait sur le marché. D'où l'aspiration à un langage universel qui fait l'objet d'un grand effort au cours des années 1950, avec deux motivations. L'économie, comme je viens de le dire, on avait comme idéal de pouvoir porter un logiciel écrit pour un ordinateur sur un autre ordinateur, et d'autre part, l'indépendance vis-à-vis des constructeurs. On voulait élaborer un langage universel qui fonctionne aussi bien sur des machines IBM que Bull pour éviter d'être verrouillé dans un modèle ou une lignée de machines, ce qui était notamment la stratégie d'IBM vis-à-vis de ses clients. De tous ces efforts d'aspiration à un langage universel et d'indépendance par rapport aux constructeurs naît un projet, le projet ALGOL, Algorithmic Language. C'est un projet euro-américain au départ pour développer un langage de programmation pur, intelligent. C'est un projet de mathématiciens qui développe un langage in abstracto, non plus lié à l'architecture d'une machine, mais à un langage idéal, abstrait, qu'on devra ensuite adapter aux machines, en développant ce que l'on appelle des compilateurs, c'est-à-dire des traducteurs du langage évolué en langage machine, et inversement du langage machine en langage évolué. Donc, ALGOL, c'est à la fois un langage ça va être à la fois un langage de programmation avec lequel on va pouvoir programmer des calculs, mais c'est aussi un programme de recherche, ce que les sociologues des sciences appellent un programme de recherche, c'est-à-dire un projet intellectuel qui mobilise des efforts
de gens d'origine variée qui ont comme point commun d'utiliser les ordinateurs. Et le développement de compilateurs Algol offre ce qu'on peut considérer comme le premier paradigme de ce qui va devenir une science informatique. Donc, c'est un langage qui est complètement oublié aujourd'hui, sauf des historiens, et qui n'est plus utilisé, mais qui a joué un rôle considérable dans la constitution d'une communauté internationale des informaticiens. Voilà. Donc, c'est à la fois un langage, un projet et une communauté socio-professionnelle. C'est un langage, c'est d'abord et avant tout un langage de programmation qui fait l'objet d'enseignement. Vous avez ici un cours de programmation en Algol organisé à l'Université de Toulouse au milieu des années 60. C'est une photo qui est intéressante d'abord parce qu'on voit ce que c'était qu'un cours de programmation à l'époque. Il n'y avait pas d'écran sur les ordinateurs, on communiquait avec l'ordinateur par télétype. Une autre chose que montre cette photo, si on la regarde un petit peu de près, c'est que la moitié des étudiants sont des étudiantes. Donc là, je fais référence à un autre travail que je mène parallèlement sur les femmes dans l'informatique et sur le fait que les femmes dans l'informatique étaient nombreuses, proportionnellement sans doute plus nombreuses à l'époque qu'elles ne le sont aujourd'hui, en tout cas au niveau des études et des études d'ingénieurs. Donc, la programmation, l'évolution vers les langages évolués de programmation fait partie de tout un ensemble de développements qui constitue progressivement une discipline nouvelle en changement rapide. C'est un domaine où, dans les années 50-60, on enseignait ce qu'on avait découvert 4 ou 6 mois avant. Et l'évolution était rapide, liée notamment au progrès très rapide des ordinateurs. Elle répondait à une forte demande en expansion très rapide. L'expansion de l'informatique était de 10 à 20% par an, qu'il s'agisse du chiffre d'affaires des constructeurs, de la diffusion des ordinateurs sur le marché ou du recrutement de personnel. Les proto-informaticiens, les premiers militants de l'analyse numérique et de la programmation ne pouvaient pas espérer obtenir tout de suite dans le monde académique une reconnaissance au plus haut niveau. Il n'était pas pensable en 1960 qu'il y ait des chaires d'informatique au Collège de France, qu'il y ait une commission d'informatique au CNRS, etc. Donc, ils ne pouvaient pas viser une représentation de leur discipline au niveau le plus central, le plus élevé. Ils ont fait ce qui était possible, c'est-à-dire agi sur le terrain. Donc, a posteriori, on pourrait considérer qu'au lieu d'utiliser une stratégie d'attaque centrale vers les positions les plus élevées, ils ont pratiqué une stratégie de contournement en progressant partout où c'était possible sur le terrain. Sur le terrain, c'est la création d'équipes d'informatique, de laboratoires d'informatique, de revues. Et là, c'est le rôle très important qu'ont joué les sociétés savantes, donc des associations en 1901, Association française de calcul, Association française d'automation, Association française de régulation, etc., qui ont publié des revues, organisé des congrès annuels et véritablement ont représenté ce milieu professionnel, ce milieu socio-professionnel en cours de constitution. Et on fait se rencontrer, ou plutôt on a maintenu le contact entre les universitaires et les industriels, car toute cette histoire se passe dans une interaction très forte entre cette partie-là du monde académique qui s'occupe d'ordinateurs
et les entreprises. Le rôle des entreprises lui-même est important dans la promotion de cette discipline académique. D'abord parce que les entreprises elles-mêmes, notamment les entreprises d'informatique, avaient des écoles internes de formation qui utilisaient parfois des universitaires ou des ingénieurs travaillant dans le secteur public, mais qui aussi délivraient des diplômes et qui formaient des gens qui pouvaient ensuite aller et venir entre le public et le privé, entre la recherche et l'industrie. Et les entreprises ont joué aussi un rôle important en déléguant des ingénieurs compétents en informatique pour aller enseigner dans les universités et dans les écoles d'ingénieurs. Le milieu académique avait trop peu d'enseignants professionnels titulaires dans ce domaine et accueillir à bras ouverts des ingénieurs du secteur privé pour enseigner. Donc, on n'était pas du tout dans la logique militante, genre les patrons hors des facs. C'était plutôt bienvenu aux patrons ou aux gens des entreprises. À cette époque, les informaticiens universitaires cherchent à renforcer le contenu théorique de ce qu'ils font et de ce qu'ils enseignent. Parce que, évidemment, quand on élabore des enseignements, quand on essaye d'obtenir la reconnaissance de diplôme de la direction des enseignements supérieurs, on a besoin de donner un contenu théorique. On ne peut pas se contenter de décrire l'architecture d'ordinateur ou les technologies de mémoire. On essaye de mettre plus de contenu conceptuel. Dans les années 50, comme je l'ai dit, il y avait peu de contenu scientifique. Il y avait l'algèbre de Boole, il y avait la machine de Turing, la théorie des équations, la théorie des fonctions récursives, mais c'était très très peu connu. Et on cherche des théories et on découvre, des gens qui utilisent des ordinateurs découvrent qu'il y a, depuis les années 30, des théories logiques qui décrivent très bien ce que sont les ordinateurs, qui décrivent très bien ce qu'on est en train de faire avec les ordinateurs et la programmation. Et c'est notamment le cas de la machine de Turing, qui jusque-là n'était connue que de logiciens, à l'écart du monde des informaticiens. Et on découvre que cette machine de Turing est une description très puissante, très globale de ce que font schématiquement les ordinateurs et les langages de programmation. Et on lit de plus en plus les travaux publiés dans les années 50 par John von Neumann, qui est vraiment qu'on peut considérer comme l'un des principaux inventeurs du concept d'ordinateur et de l'ordinateur, qui a véritablement développé un programme de recherche conceptuelle sur les machines automatiques, sur les ordinateurs, avec sa théorie des automates autoreproductibles et sa série de conférences sur l'ordinateur et le cerveau. Donc, on a tout un programme de recherche que l'on commence à mettre en œuvre en élaborant la théorie des automates, la théorie des langages, la théorie de la compilation. Et c'est dans un rapport d'activité, dans un rapport de conjoncture du CNRS, que j'ai lu cette phrase, l'utilisation des ordinateurs ouvre désormais un vaste domaine de recherche. C'est le rapport de conjoncture de 1963, qui souligne les convergences d'intérêts de gens venus d'horizons très divers, ayant des agendas intellectuels très divers, mais qui tous utilisent les ordinateurs et qui se découvrent des points communs, des intérêts communs, des outils intellectuels comparables. C'est le cas des gens qui font de la traduction automatique, qui se développe depuis le milieu des années 50. Dans la traduction automatique, typiquement, on trouve des militaires, des ingénieurs, mais aussi des linguistes. Il y a la cryptographie, il y a tous les problèmes posés par des questions apparemment techniques en documentation automatique, mais qui posent rapidement des problèmes théoriques importants de reconnaissance, de fouille de données, etc. Il y a tous les problèmes posés, tous les problèmes inattendus posés par le développement des langages de programmation et les compilateurs, où des programmeurs, des praticiens de la programmation rencontrent des algébristes et des linguistes,
parmi les linguistes, certains, depuis Noam Chomsky et d'autres, ont développé une linguistique formelle qui bientôt va devenir une linguistique computationnelle. Et on découvre on découvre donc des points communs. À travers ces recherches, ces informaticiens qui ont souvent une culture mathématique approfondie découvrent que dans l'algèbre et même dans la logique mathématique, il y a des ressources qui pourraient éclairer ce qu'ils font, les aider à mieux comprendre ce qu'on fait quand on programme un ordinateur. Bref, en 1962, le mot informatique est inventé à point nommé pour englober et donner une identification à tous ces domaines. C'est important, par exemple, de voir que la redécouverte de la logique mathématique par ces informaticiens leur fait découvrir que la logique mathématique, jusque-là domaine extrêmement abscon, a une véritable utilité pratique. Et si même la logique mathématique a une utilité pratique, que reste-t-il de la vieille distinction classique entre mathématiques pures et mathématiques appliquées? Donc vous voyez, on est dans une reconstitution profonde de tout un pan du champ scientifique, au départ à cause de cette innovation technique qu'est l'ordinateur. Je vous disais que c'est les gens d'origine diverses, avec des agendas intellectuels différents, découvrent des points communs, ils découvrent des équivalences. On a par exemple une équivalence qui apparaît entre le processus de compilation d'un langage de programmation et en linguistique, le processus de traduction, notamment le processus qu'on essaye de développer dans les ordinateurs pour élaborer des systèmes de traduction automatique. Et il y a bien d'autres découvertes d'équivalence qui poussent à monter en abstraction. Et là, je suis très mauvais en graphisme sur ordinateur, mais on a un paysage scientifique beaucoup plus complexe que ce que je vous montrais tout à l'heure, où l'embryon de sciences informatiques se limitait à l'analyse numérique et à l'algèbre de boules. Là, on a des disciplines qui se rencontrent, qui se combinent de toutes les façons et qui compose un paysage scientifique qui ne peut plus être englobé dans l'analyse numérique et les mathématiques appliquées. D'où, et qui est tout de même difficile à reconnaître au niveau académique, mais qui bénéficie de soutien de l'économie, comme je l'ai dit, et d'un soutien de l'État pour diverses raisons. La délégation à la recherche scientifique et technique qui dirige un petit peu la politique de la recherche en France encourage ces domaines nouveaux par des contrats de recherche qui associent souvent des disciplines différentes et des universitaires avec des industriels. Vous avez tout le milieu militaire, le milieu scientifique militaire qui finance assez massivement les différents usages des ordinateurs et le développement de systèmes informatiques nouveaux. Et le CNRS affiche parmi ses priorités de recherche, dès 1962, les mathématiques appliquées, l'analyse numérique, le langage ALGOL, et plus tard d'autres recherches sur la traduction automatique et l'intelligence artificielle. Le problème de l'identification de l'informatique comme science se pose au milieu des années 60 quand le CNRS entreprend de redécouper le comité national, redécouper le système de sections, de commissions qui évaluent et organisent les recrutements de chercheurs et les laboratoires. Et les experts de ces comités se trouvent devant un dilemme. Est-ce que l'informatique doit relever, d'abord, est-ce que c'est une science? Est-ce qu'elle doit relever plutôt des mathématiques ou des sciences appliquées? Donc, faut-il créer une commission d'informatique à part entière, ce que soutiennent quelques informaticiens, très peu. Faut-il réunir l'informatique et les mathématiques pures? C'est ce qui va emporter la décision pendant presque 10 ans. L'informatique va être finalement réunie dans les mathématiques pures. Les informaticiens eux-mêmes
sont un milieu divisé. Certains croient qu'il faut reconnaître l'informatique comme une science à part entière, d'autres disent que l'informatique est, je cite, une science encore incertaine. Et donc, on n'en est pas encore à la reconnaissance de l'informatique comme science. Ce qui va permettre ultérieurement à l'informatique de se promouvoir dans les institutions scientifiques, ce sont un certain nombre d'avancées et de ce qu'on appelle des réussites probantes. On prouve le mouvement en marchant. D'abord, faute d'avoir une commission ou une reconnaissance à un niveau élevé, l'informatique obtient la création de laboratoires qui s'intitulent de plus en plus laboratoires d'informatique, laboratoires associés au CNRS, dont certains existent toujours, comme UMR. Un point très important et souvent oublié dans l'histoire de la modernisation des sciences en France, c'est la réforme Fouchet de 1966-1967, Fouchet étant à l'époque le ministère de l'Éducation nationale, qui crée à la fois les licences et les maîtrises d'informatique, donc qui oblige à définir des cursus, un curriculum, et la création des instituts universitaires de technologie, dont souvent l'un des premiers départements est un département d'informatique. Donc on a une reconnaissance académique de l'informatique par des diplômes et par des départements et des laboratoires. À cela s'ajoute la politique gouvernementale en faveur de l'informatique, le plan calcul, qui crée l'IRIA, Institut de recherche en informatique automatique. Donc pour la première fois, pour des raisons essentiellement de rattrapage technologique et industriel, on crée à un haut niveau un organisme de recherche indépendant voué essentiellement à l'informatique et à l'automatique. Sur un plan plus intellectuel, on voit s'affirmer une science avec l'enrichissement continu des travaux sur les langages de programmation et avec des objets nouveaux qui en découlent, le développement des systèmes d'exploitation, le développement des systèmes de gestion de bases de données, donc la programmation de plus en plus complexe, qui fait appel de plus en plus à de la science, qui pose de plus en plus de problèmes, parce que plus ces logiciels deviennent complexes, plus ils posent des problèmes de fiabilité, de sécurité informatique. On a des très graves accidents techniques dus à des bugs, ce qu'on appelait la crise du software, qui appelle une réponse scientifique. Évidemment, les scientifiques, les informaticiens sautent sur l'occasion offerte par une crise pour offrir des solutions de plus en plus théoriques. C'est là qu'un des militants français, Jacques Arsac, professeur à la faculté des sciences de Paris, publie un livre manifeste qui s'appelle « La science informatique », et qui évidemment proclame l'existence de l'informatique comme science. Et très vite s'ajoute une branche nouvelle de l'informatique qui s'affiche comme informatique théorique, avec une revue internationale d'informatique théorique. Des réussites probantes sont mises en avant dès les années 1970. On a les premiers centres scientifiques conjoints entre une université et une entreprise en informatique. On a à l'IRIA le développement du réseau numérique Cyclade, on a le développement d'une informatique théorique, on a le développement d'un certain nombre de langages de programmation profondément novateurs, d'autres systèmes, etc. Donc, on a des informaticiens qui peuvent se targuer de réussite probante devant les pouvoirs publics et devant les autorités académiques. D'où finalement une reconnaissance institutionnelle progressive avec la création d'une mission à l'informatique au ministère de l'Éducation nationale, une sous-section d'informatique au Conseil national des universités qui va être suivie quelques années plus tard par une section à part entière, et au CNRS en 1975, le CNRS qui veut afficher son utilité pour la société alors qu'il a des crises budgétaires, alors qu'il a des réductions de crédits, le CNRS crée un département sciences pour l'ingénieur dans le cadre duquel, enfin, on crée une section indépendante pour l'informatique et l'automatique. Donc on a, je viens de vous décrire, la construction sociale d'une discipline, la reconnaissance institutionnelle de l'informatique comme discipline,
la discussion a continué longtemps et continue encore aujourd'hui pour savoir si c'est une science et quel est le paradigme de cette science informatique. L'aboutissement du processus au début du 21e siècle, c'est l'élection pour la première fois d'un informaticien en tant que tel à l'Académie des sciences, c'est la création d'une chaire informatique et sciences du numérique au Collège de France, tenue par Gérard Berry, c'est au CNRS la création d'un département sciences et techniques de l'information et de la communication, devenu l'Institut national des sciences de l'information et de leur interaction, et c'est le fait qu'aujourd'hui, l'informatique est la principale discipline en France par le nombre d'enseignants-chercheurs représentés au CNU, et ils sont environ 3000. Donc on a ce phénomène assez exceptionnel dans l'histoire des sciences d'une activité qui était technique avec très peu de contenu scientifique il y a un long demi-siècle et qui est devenue la principale discipline académique 60 ans plus tard. Je vous remercie. Bien, merci beaucoup Pierre pour cette présentation très claire donc, de l'évolution de l'informatique. Donc si j'ai bien suivi, nous allons fêter bientôt les 60 ans du terme informatique et vraiment du développement de tout ça. Je ne sais pas si les personnes présentes ont des questions. Moi, j'en ai juste une pour avoir une précision de date. C'est à propos de la réforme Fouchet. Donc, la réforme Fouchet, jusqu'à la réforme Fouchet, il n'y avait pas de cursus universitaire au sens propre, si j'ai bien compris. Si les deux étapes précédentes avaient été, en 1957, la création des premiers diplômes d'ingénieurs programmeurs, d'ingénieurs mathématiciens, pardon, qui étaient des programmeurs à Grenoble et à Toulouse. Et en 1963-64, la création de nouveaux intitulés pour les DEA, les diplômes d'études approfondies. Il y avait toute une liste qui avait été publiée, dont les intitulés informatique, automatique et cerveau-mécanisme et électronique. Et puis, à l'Université de Paris avait été créé un institut de programmation, qui était un institut à vocation technique, qui formait des programmeurs, mais qui très vite a formé des analystes programmeurs et en fait des chercheurs. Et donc, c'était un institut voué à donner une deuxième chance à des gens qui n'avaient pas fait de brillantes études, mais qui étaient capables de programmer des ordinateurs, et parfois on discernait des talents qui pouvaient préparer des thèses et finalement aboutir quand même à une carrière universitaire. D'accord. Et Fouchet, c'est... et la réforme Fouchet, ça arrive 2-3 ans après, c'est en 1966-1967. Ce qui est remarquable, c'est la rapidité avec laquelle se passe l'interaction entre le cabinet du ministre et l'administration des enseignements supérieurs et les promoteurs de l'informatique qui, en quelques semaines, en quelques mois, élaborent des curricula, élaborent des programmes de certificats de licence et de maîtrise. Et en un an, l'informatique devient une discipline qui a des diplômes intitulés informatique. La première thèse intitulée informatique, c'est 1969. C'est d'ailleurs une femme qui l'a passée, Hélène Bestoujev, qui a été aussi, quelques années plus tard, la première femme nommée professeure titulaire d'informatique à l'Université de Paris. Très bien, très bien. Des questions ? Moi, j'avais une question. J'ai beaucoup apprécié cet exposé sur la constitution d'une science, en fait, à partir d'une technique. Donc, j'aime bien ce schéma inversé. C'est extrêmement intéressant. Mais est-ce qu'il y a eu une véritable bataille de légitimité pour la reconnaissance de l'informatique en tant que science ? Et est-ce que l'informatique avait besoin d'être considérée comme une science pour
pour développer ces innovations. Est-ce qu'il y a eu un vrai débat au sein du système académique français sur cette question de la nature de l'informatique? Un débat mondial et qui existe toujours. La réponse est massivement oui. La réponse est massivement oui. L'informatique en quête d'identité, c'est un horrible titre très bateau, mais c'est vraiment un des problèmes de fond. Et c'est pour ça que mon livre s'est vendu beaucoup plus auprès des informaticiens. Mon livre sur l'émergence d'une science, d'où nous venons, qui nous sommes, s'est vendu beaucoup plus auprès des informaticiens qu'auprès des historiens. Parce qu'il y a vraiment cette interrogation sur, certes, nous sommes maintenant une discipline reconnue, mais en tant que science, nous sommes toujours questionnés, mis en cause. J'ajouterai autre chose, c'est qu'il y a un précédent en histoire des sciences, que vous connaissez tous, c'est la thermodynamique. On commence par les machines à vapeur et il a fallu 30 ou 40 ans pour que Fourier élabore une théorie de ces machines à feu. On a vraiment une comparaison de processus très comparables. Sauf que la thermodynamique est devenue rapidement une branche reconnue de la physique, alors que l'informatique, c'est toujours quelque chose qui est à cheval, qui est un petit peu en tension entre les mathématiques et des branches très variées des mathématiques et l'ingénierie. Les mathématiques parce qu'il y a des fondements mathématiques et logiques, et l'ingénierie parce que l'informatique doit quand même aboutir à des systèmes qui marchent. On le voit là quand on essaie d'utiliser Zoom. Par exemple. Arnaud a levé la main. Oui, Pierre, j'ai une question à vous poser. On entend beaucoup parler de digital plus que de numérique à l'heure actuelle. Oui. Et le vocabulaire, à l'évidence, a beaucoup d'importance. Comment est-ce qu'on doit analyser justement ce passage de numérique à digital? Non, enfin, moi j'ai tendance à ne pas prendre ça très au sérieux. Il y a beaucoup de marketing là-dedans. J'ai en mémoire ce que m'avait dit l'homme qui a développé les premiers ordinateurs en France, un homme qui avait fondé une start-up, le mot n'est pas trop fort, en 1948 pour développer des machines de von Neumann, et qui l'a fait. Il me disait on ne devrait pas appeler ces machines numériques parce qu'elles ne font pas que des calculs. Le mot digital n'est pas un mot anglais, c'est un mot universel qui dit très bien ce qu'elle veut dire, c'est-à-dire qui dit très bien ce que ces machines font, c'est-à-dire faire des opérations binaires qui, combinées de façon logique, peuvent faire des traitements aussi bien non numériques que numériques. Et c'est même l'essence de ce qui a causé le développement d'une science informatique, c'est que les linguistes, les gens de la documentation automatique ont commencé à utiliser les ordinateurs autour de 1960 pour développer des applications non numériques. Donc, le mot numérique maintenant couvre un petit peu tout, mais qu'est-ce qu'on fait là en travaillant en utilisant un ordinateur pour communiquer? On ne fait pas du calcul. On n'est pas dans les applications numériques. Alors qu'on utilise une technologie digitale. Enfin, je ne prends pas très au sérieux, je ne crois pas qu'il y ait une distinction de fond, il y a plutôt une distinction marketing, tour à tour, le mot digital ou le mot numérique est plus à la mode et impressionne plus les gens qui ne savent pas très bien de quoi on parle. Les politiciens, voilà. C'est comme ça m'a beaucoup amusé de voir que de plus en plus on réutilisait le mot coder au lieu de programmer. Alors que le codage, en fait, ça désigne proprement ce qui se passait en 1950 quand les malheureux proto-programmeurs écrivaient des logiciels avec des séries de 0 et de 1. Heureusement, on a inventé des langages de programmation et aujourd'hui, on apprend la programmation. Mais bon, les politiciens ont trouvé que codage, ça faisait plus savant. Donc, et à partir d'eux, le mot s'est répandu. Du coup, même les informaticiens l'utilisent maintenant. Une question? C'est bon? Donc, merci beaucoup, Pierre.